va intervenir en fait tous les deux, Jérôme et moi, un petit peu en marge de ce colloque. Je ne sais pas si vous avez vu, Mathieu ne nous a pas mis vraiment dans le cœur du programme. On n'est pas juriste, personne n'est parfait. Donc c'est un peu une vision d'une économiste et d'un gestionnaire sur l'environnement et la personnalité du chef d'entreprise qui pourrait être favorable ou pas à la création d'activités. C'est pour ça que cette intervention s'inscrit un peu en amont de vos travaux qui vont détailler peut-être les différents aspects qu'on va mettre en évidence. L'idée, en fait, de cette communication, c'est de voir un petit peu dans la littérature, au niveau international, qu'est-ce qui est identifié comme facteur favorable ou non à la création d'entreprises. Et ensuite, au travers d'une enquête qu'on a faite auprès des entrepreneurs calédoniens, que je remercie d'ailleurs s'il y en a dans la salle qui ont eu l'occasion de répondre au questionnaire, de voir spécifiquement en Nouvelle-Calédonie quels sont plutôt les points de blocage pour ensuite pouvoir peut-être lever ces points avec la réglementation qui est l'un des outils, le droit est l'un des outils qui peut accompagner la création d'entreprises et le développement de l'activité économique. Alors, j'ai un peu anticipé sur la diapo suivante qui présente un petit peu le déroulé de cette présentation. Moi, je vais intervenir sur la première partie. Jérôme prendra la suite sur la présentation de l'enquête. En fait, l'idée, c'est, je le disais, donc de présenter les facteurs personnels et environnementaux, les indicateurs qui sont utilisés dans la grande majorité des études pour déterminer la qualité d'un pays, d'un environnement économique, ou son efficacité à pouvoir accompagner des créations d'entreprises. On présentera ensuite l'enquête auprès des entrepreneurs, les résultats obtenus en Nouvelle-Calédonie, et puis on en déduira quelques préconisations. Alors, dans la littérature, on présente très souvent les facteurs clés du succès, parce que bon, c'est beaucoup plus attrayant que de parler d'obstacles. C'est effectivement un vocabulaire beaucoup plus positif, et on voit finalement les obstacles comme le négatif de ce qu'on a présenté comme un facteur clé. Donc, en fait, on identifie les facteurs clés du succès et on dit que quand ils n'existent pas, c'est forcément un obstacle ou c'est un aspect négatif à la création d'entreprises. Alors, dans ce qui est identifié comme pouvant accompagner efficacement ou pas les entreprises dans leur phase de création, dans leur accompagnement, leur phase de maturation, et puis ensuite leur survie et leur développement, il y a plusieurs aspects. Il y a tout d'abord l'aspect vraiment lié au chef d'entreprise. Il y a l'aspect social, c'est son environnement relativement proche. Et ensuite, il y a l'environnement beaucoup plus large, dont, encore une fois, la réglementation fait partie. Mais on verra que les indicateurs pour décrire cet environnement beaucoup plus large sont très nombreux et finalement, les points d'appui du droit représentent, comme je disais tout à l'heure, une petite partie de ce qui peut accompagner les entreprises. Donc, dans les éléments liés personnellement à l'individu, il y a évidemment sa personnalité, sa posture de chef d'entreprise, les motivations qui l'ont poussé à créer ou à vouloir créer son entreprise. Selon les motivations, on peut avoir des succès plus ou moins contrastés. Les compétences, évidemment, le fait de savoir faire, de connaître son métier est indispensable. Le fait de travailler en équipe ou de travailler individuellement, on sait que très souvent les projets entrepreneuriaux, ce sont des projets collectifs. Et bien souvent, d'être seul sur un projet, ça ne le mène pas forcément au succès. Donc, il faut savoir s'entourer d'une équipe efficace et en adéquation avec le projet. Ensuite, on a des éléments identifiés comme étant liés au projet lui-même. Évidemment, l'adéquation entre le projet et l'individu. Il faut que les compétences, la motivation de l'individu servent au projet. Il faut une bonne adéquation. Le capital financier, personnel et en adéquation avec la portée du projet. Ensuite, on a tous les éléments qui sont liés à la méthode de création, où là, on retrouve le rôle de l'accompagnement. On sait que les structures d'accompagnement à la création d'entreprises sont maintenant partout dans le monde assez nombreuses, assez efficaces. Elles se situent à différents niveaux, sur différents types d'accompagnement. Une controverse dans la littérature également sur l'utilité du business plan. Selon certains auteurs, il en faut un, c'est indispensable. Le fait de pouvoir très tôt déterminer une stratégie de développement pour l'entreprise, ça la positionne, ça la place, on sait où on va.
Pour d'autres, c'est un outil qui, bon, théoriquement, c'est très bien pour mettre en place une stratégie, pour pouvoir structurer, mais finalement, c'est le fait d'en avoir fait un et d'en avoir fait un tôt, ça n'a pas forcément une influence positive sur le succès de l'entreprise. Parfois, c'est plus utile d'en faire un plus tard, quand l'entreprise est a déjà généré quelques ressources, on est plus crédible, on est plus posé et on le construit mieux. Donc et puis maintenant on sait aussi que dans les nouvelles les nouvelles créations d'activités qui sont des créations d'activités souvent en lien avec le numérique, on est sur un modèle beaucoup plus mouvant. La temporalité aussi, le temps entre au moment où on a eu l'idée, où on crée, où on est accompagné, on trouve les financements, etc. Plus c'est long, plus souvent c'est défavorable à la création d'entreprises. Et puis ensuite, il y a tous les éléments qui sont liés à l'environnement. Alors là, il y a l'environnement, j'ai envie de dire social proche du porteur de projet. Ça peut être sa famille, ça peut être ses collègues, ça peut être son environnement social. Mais il y a aussi l'environnement économique et social dans lequel le projet va prendre place. Et finalement, les leviers sur lesquels on peut agir, nous réunis aujourd'hui, et les sujets sur lesquels on va discuter, ce sont uniquement sur cette petite partie, j'ai envie de dire, qu'on va pouvoir agir, les critères qui sont liés à l'environnement socio-économique du projet. Alors, quels sont les indicateurs qui sont utilisés pour mesurer justement cette efficacité de l'environnement socio-économique à la création d'activités? Alors, il y a un classement qui est fait par la Banque mondiale, Doing Business, c'est un rapport annuel, ça existe depuis 2002, donc il y en a pas mal qui sont sortis. À partir d'indicateurs, la Banque mondiale classe tous les ans les pays en fonction de différents critères qu'on va voir ensemble et qui permettent de dire dans quel pays il est le plus facile de créer son entreprise et de la faire prospérer, etc. Alors, je vais tout de suite, avant de donner la méthode, je donne le classement parce que s'il y en a d'entre vous qui ont envie de déménager très rapidement pour aller créer leur entreprise ailleurs, vous pouvez aller pas très loin. Alors, la Nouvelle-Zélande est depuis de nombreuses années classée tout en haut du classement. C'est le cas de la Corée du Sud, Singapour, Hong Kong, les pays du nord de l'Europe, les États-Unis et le Canada. Ils sont depuis plusieurs années dans le top 10 des pays dans lesquels il est le plus facile de créer de faire du business. La France intervient sur le dernier classement, le classement 2017. La France est classée à la 31e place. La Nouvelle-Calédonie n'est pas dans le classement. Donc, un jour, peut-être qu'on récupérera les données, qu'on pourra collecter les données pour pouvoir classer la Nouvelle-Calédonie. Alors, là, c'est juste un exemple de ce qui est mesuré par ce classement Doing Business. Là, c'est uniquement l'indication du nombre de jours qu'il faut pour créer une entreprise. En 2003, il fallait 52 jours, c'est une moyenne mondiale, hein, enfin moyenne mondiale sur les 190 pays qui sont dans le classement. En 2016, il n'en fallait que 21. Donc ça, c'est une démonstration, j'ai envie de dire, concrète ça a été atteint grâce à la réglementation, modification de la réglementation, efficacité des services, des prestations, etc. Et c'est des réalisations concrètes qui montrent qu'effectivement, on peut intervenir, on a des leviers pour faire en sorte de simplifier certaines procédures. Alors, ce classement Doing Business, il va vous être présenté aussi, je crois que Charline va en parler tout à l'heure, parce qu'il y a quand même l'aspect financement qui est assez important. En fait, il prend tout le cycle de vie, pas le cycle de vie d'une entreprise, mais en tout cas le cycle par où doit-on passer pour créer une entreprise. Alors, il y a des choses très concrètes, il faut avoir un accès à l'électricité rapidement, un accès à Internet, il faut avoir des routes, il faut avoir des transports, il faut avoir des crédits, il faut avoir des compétences, il faut avoir un droit du travail qui est compatible avec la façon dont on veut monter son activité. Donc tout ça, ça donne lieu à la création de 10 indicateurs qui tiennent compte de ces aspects. C'est une enquête, une étude qui est faite à partir de données qui sont quand même assez lourdes à récolter. Certaines des données sont récoltées dans les fichiers administratifs. On sait que pour telle ou telle procédure, il faut tant de jours, ça coûte tant, etc. Une autre partie des données est récoltée auprès d'enquêtes qui sont faites directement auprès des entrepreneurs. Alors, il y a des critères sur la création, là je vous les mets, sur la création d'entreprises, sur l'obtention de prêts, sur le raccordement à l'électricité, sur l'obtention d'un permis de construire. Donc, voilà, c'est tous ces aspects dont, au-delà du droit, il faut quand même qu'on ait ça aussi pour créer son entreprise.
Bien souvent, les aspects qui sont mesurés, c'est le nombre de jours, c'est mesuré en temps. L'efficacité, elle se mesure, le temps, c'est de l'argent. Hein. L'efficacité se mesure aussi en temps. Donc, sur presque tous les indicateurs, sur tous les indices, l'un des indicateurs, c'est le nombre de jours. Le nombre de jours qu'il faut pour obtenir un crédit, le nombre de jours qu'il faut pour que je sois raccordé à l'électricité, etc., etc. Donc, le nombre de jours, le nombre de procédures. Pour être accordé à l'électricité, dans certains pays, il faut 10 démarches, dans d'autres, il en faut qu'une. Voilà, donc c'est des choses qui comptent. Et le coût de ces démarches, le coût d'un abonnement électrique, le coût d'un prêt, etc., etc. Donc c'est vraiment les 3 dimensions, à la fois qualitative et quantitative, le temps que ça met, le nombre de procédures, la simplicité ou pas des procédures et le coût de ces procédures. Donc ça, c'est les 10 indicateurs qui sont utilisés traditionnellement. Depuis quelques années, la Banque mondiale utilise aussi des indicateurs qui mettent en avant la réglementation sur le marché du travail, avec d'une part la flexibilité liée à l'emploi, à l'embauche et au licenciement, mais d'autre part des aspects qualitatifs aussi, notamment sur la formation mise en place dans l'entreprise, la montée en compétences des salariés, etc. Mais cet indicateur sur le marché du travail n'entre pas dans le calcul du classement mondial. Alors, évidemment, de nombreuses limites à ce classement, même si ça donne pas mal d'indications, c'est que, surtout quand on est économiste, on dit qu'il manque quand même pas mal d'éléments, parce qu'il y a peut-être tout ça, mais finalement, l'environnement plus macro dans lequel on se situe, ça a quand même aussi une importance. La stabilité macroéconomique, la conjoncture économique, tout ça, évidemment, ça va influencer le succès ou non d'une entreprise, et bien sûr, les aspects personnels dont on a parlé tout à l'heure. Alors, rapidement, en termes de... Bon, ce classement existe, il a le mérite d'exister, c'est très bien, la Banque mondiale fait des choses formidables, mais il est évidemment très critiqué parce qu'il y a beaucoup de choses dont il ne tient pas compte, et puis un classement, c'est forcément manipulable. Et il y a notamment, c'est la petite anecdote, un scandale qui a eu lieu très récemment, en début d'année, là, donc Paul Romer, qui est un économiste bien connu, prix Nobel d'économie dans les années 70, qui était chef économiste à la Banque mondiale, a démissionné en début d'année parce que suite au scandale qui a été mis en avant sur le détournement du classement, notamment du classement du Chili dans les 190 pays. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la Banque mondiale a joué sur les pondérations des différents indicateurs pour faire monter dans le classement le Chili quand il était sous un gouvernement libéral et le faire descendre dans le classement quand il était sous un gouvernement socialiste. Donc ça veut dire que le classement il existe, mais on le manipule comme on veut en fonction des résultats qu'on veut trouver. C'est bien connu chez les économistes. Ensuite, il y a un autre aspect quand même qui est assez peut-être prétentieux, mais je pense que ça fonctionne quand même un petit peu de la part de ce classement qui se veut être comme un moteur de la réglementation, en disant ça va peut-être stimuler de la concurrence entre les pays pour que les pays mettent en place des réglementations qui vont être favorables à l'entrepreneuriat pour monter dans le classement. Alors j'espère que le seul objectif des pays, c'est pas de monter dans le classement, mais en tout cas, ça en fait partie. Donc on regarde ce qui se passe ailleurs, comment ça se passe, quelle est la simplicité de la réglementation, et on essaye de faire pareil pour nous aussi. Être un pays, en tout cas offrir un environnement favorable aux entreprises. Alors, maintenant, l'enquête qui a été réalisée auprès des entrepreneurs, donc on a une enquête qui a déjà été réalisée par Jérôme, moi j'en faisais pas partie, auprès de 5 territoires. La Nouvelle-Calédonie est le 6e territoire sur lequel on applique le même questionnaire, une 50aine de questions. Le questionnaire a été administré dans les semaines qui viennent de passer, là notamment par notre étudiant au cœur que je remercie beaucoup pour son travail, un étudiant stagiaire de licence. C'est un questionnaire qui a été administré essentiellement par Internet, donc réponses en ligne, mais également des questionnaires papier qui ont été passés. Alors évidemment, les limites, c'est qu'on interroge ici que les entrepreneurs, donc que ceux qui ont réussi. Quand on dit qu'on va essayer d'identifier les obstacles et les freins, on n'a que les freins qu'ont ressentis ceux qui ont réussi. Tous ceux qui ne sont pas arrivés au bout du projet, qui ne sont pas entrepreneurs, on n'a pas leur vision. Et on a aussi une taille et une représentativité de l'échantillon qui est réduite. Là, je vous mets rapidement un tableau qui vous présente un petit peu les grandes caractéristiques, quelques statistiques sur l'échantillon total. Donc, c'est les 1378 observations qui rassemblent l'ensemble des 6 territoires.
En Nouvelle-Calédonie, on a eu 151 réponses au questionnaire. Et vous avez la dernière colonne qui présente la démographie des entreprises en Nouvelle-Calédonie. Donc on est comment dire, on est sur un échantillon qui est pas tout à fait représentatif des entreprises en Nouvelle-Calédonie, évidemment, notamment sur des critères de localisation géographique, de taille d'entreprise, de secteur d'activité. J'ai pas le tableau avec les secteurs d'activité, mais c'est aussi dû au fait que le fait d'administrer le questionnaire par Internet, il faut avoir Internet, il faut avoir l'habitude de s'en servir. C'est pas la même chose que si on avait fait sans doute que des recueils papier du questionnaire. Voilà, je laisse Jérôme prendre la suite. Merci Catherine. Alors j'essaie de me tourner parce que j'ai pas le. Je vais me tourner comme ça, c'est pas grave. Donc, je vais vous parler plus spécifiquement de l'enquête qui a eu lieu. Alors, depuis 2015, hein, c'est une enquête qui a eu lieu en partenariat avec plusieurs universités, dont l'université Paris 2, l'université de Dunkerque, l'université de Casablanca, l'université de la Martinique et l'université des Trois-Rivières. On a environ 1300 entrepreneurs de ces 5 territoires francophones qui ont répondu à l'enquête. Donc, l'objectif. Alors, il y a eu beaucoup de questions, une 50aine de questions. L'objectif, c'était d'essayer de mesurer les motivations pour la création d'entreprises sur ces différents territoires et aussi d'essayer de mettre en exergue les freins à la création d'entreprises. Donc là, vous avez un premier tableau sur les motivations qu'a l'entrepreneur calédonien pour créer son entreprise par rapport aux motivations, je dirais, de la population de ces 1300 entrepreneurs, donc sur les 5 territoires qui sont le Maroc, le Québec, l'Île-de-France, le nord de la France et donc la Nouvelle-Calédonie. Alors, on voit à peu près qu'on a le même ordre de classement en ce qui concerne ces motivations, hein, donc à savoir que la première motivation, c'est tout simplement d'être son propre patron. Que la deuxième, c'est la réalisation d'un rêve. Que la troisième, c'est l'obligation de créer une entreprise pratiquement suite à une perte d'emploi, etc. Puis ensuite, pour avoir une meilleure vie, etc., etc. Alors, on va plutôt se focaliser sur les différences entre la Nouvelle-Calédonie et les autres territoires. Je dirais que ce qui ressort le plus, la différence la plus importante, c'est que en Nouvelle-Calédonie, on crée surtout une entreprise suite à une perte d'emploi. Puisque on a une différence de 8%, hein, on est à 15,2% des entrepreneurs qui ont créé leur entreprise suite à une perte d'emploi, alors que sur les autres territoires, on est à une moyenne de 7,2%. L'autre différence, je dirais, c'est, alors là, cette fois-ci, c'est plutôt en négatif, c'est plutôt pour faire de l'argent. Les entrepreneurs calédoniens créent moins leur entreprise pour des raisons pécuniaires que les autres entrepreneurs des territoires. Voilà. Et puis ensuite, il y a encore quelques petites différences. Par exemple, au niveau de la réalisation d'un rêve, pour l'entrepreneur calédonien, on est moins dans le cadre de la réalisation d'un rêve que pour les autres territoires, en particulier en Île-de-France. En Île-de-France, créer une sorte d'entreprise correspond davantage à un rêve. On le verra peut-être un peu après. Ensuite, on a interrogé donc les entrepreneurs sur les facteurs intrinsèques d'échec en ce qui concerne la création d'entreprise. Alors ça, ce sont des questions qui ont été propres au territoire de la Nouvelle-Calédonie, qui n'ont pas été posées sur les autres territoires. Le premier facteur qui apparaît en tête, donc, c'est l'absence, le manque de capacité de financement personnel du créateur. Alors là, on a en fait plusieurs facteurs qui ont été demandés. Je crois que en fait, on demandait au moins 2 facteurs parmi les 5, donc ce qui fait que le total est supérieur à 100%. Et je dirais que le deuxième facteur, c'est le manque de connaissances et aptitudes de créateurs, et particulièrement en ce qui concerne donc la fiscalité, le côté juridique justement, le côté administratif de la création d'entreprise. Qui apparaît davantage qu'en fait les compétences professionnelles liées à l'entrepreneur. Là, il se pose pas trop de questions, on le verra après. Donc plus dans le détail, on a eu 25 items sur lesquels on pouvait choisir 5 items particuliers qui seraient en fait des freins à la création d'entreprises en Nouvelle-Calédonie. Et je dirais que sur
toutes les types de questions qu'on a posées, apparaît toujours l'insuffisance de moyens financiers. Voilà. On est là à 71%, plus de 71% des entrepreneurs calédoniens qui déclarent finalement qu'ils n'ont pas assez de moyens financiers ou même qu'ils n'ont pas assez d'aide de façon générale. Ensuite, la deuxième catégorie, je dirais, de frein à la création d'entreprises, c'est ce qu'on a dit juste avant, c'est la non-maîtrise des techniques financières et comptables. Donc manque de connaissance aussi des procédures administratives qui leur paraissent assez complexes. On voit toujours l'insuffisance de l'apport financier personnel. Et puis troisième catégorie, je dirais, c'est toujours un peu au niveau donc de l'apport financier, c'est la faiblesse des garanties personnelles, le manque de culture managériale. On a des entrepreneurs qui n'ont pas forcément réalisé des études supérieures. Le manque de savoir-faire du créateur, le manque d'expérience, etc. Et aussi le manque de confiance du créateur d'entreprise, c'est-à-dire une peur du risque lié à la création d'entreprise. Ensuite, on a posé des questions sur les facteurs externes, donc qui ne sont pas liés directement à l'entrepreneur, mais à l'environnement calédonien. Donc, ce qui est mis en avant, c'est les coûts des prestations et difficultés de financement des projets. Voilà, c'est qu'on juge qu'en Nouvelle-Calédonie, les prestations comptables, par exemple juridiques, sont très chères. Ensuite, l'environnement des affaires paraît difficile, surtout en comparaison. Je dois accélérer, c'est ça ? Non, ça va. L'environnement des affaires paraît difficile en comparaison de ce que les entrepreneurs ont pu connaître par le passé. L'aspect administratif local est très complexe, donc pour un peu plus d'un tiers des entrepreneurs. Et puis ensuite, les aspects matériels, donc le problème en particulier de trouver des locaux disponibles à bon prix, c'est difficile, les délais d'approvisionnement, etc. Donc là encore, on est rentré dans le détail. Non, ça c'est la même diapo, ça. Voilà, je redescends. Sur donc les facteurs externes, alors on dénonce particulièrement l'existence de monopoles privés, donc un certain verrouillage des affaires qui empêche, je dirais, les entreprises de se développer librement en Nouvelle-Calédonie. Le fait que les coûts soient vraiment trop importants au niveau de l'importation des équipements, donc ce qui plombe évidemment la rentabilité des entreprises. Le coût encore, ce qu'on a vu avant, le coût des cabinets privés de gestion, donc les cabinets de gestion comptable, juridique, etc. Et puis au niveau financier, le désintérêt des banques pour les projets de création d'entreprise, qui est peut-être pas général évidemment. Bon, ça c'est encore une fois, c'est ce que ressentent les entrepreneurs. Ça ne correspond pas forcément à la réalité du territoire. Deuxième catégorie de raisons qui sont peut-être moindres mais qui apparaissent quand même en premier, c'est un manque de formation du personnel. Tout ce qui est, il est difficile de trouver en particulier une main-d'œuvre qualifiée. Donc pour 24% des entrepreneurs interrogés. Ensuite, il y a tout ce qui est complexité administrative, les tracasseries administratives, pour un quart des entrepreneurs interrogés qui sont quand même assez difficiles dans un projet de création d'entreprise. Alors là, je passe ensuite. Alors là, on a réalisé une analyse factorielle sur l'ensemble des 1300 entrepreneurs interrogés, donc sur les 5 territoires. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, alors là, c'est la question qu'on a posée, c'est la perception des entrepreneurs sur l'accueil fait à la création d'entreprises au sein de leur territoire. Savoir en particulier s'ils jugent que l'entrepreneuriat est florissant ou pas, si les entreprises sont bien accueillies en Nouvelle-Calédonie, s'ils ont une pression fiscale raisonnable ou s'ils payent trop d'impôts, s'ils ont suffisamment d'aide, etc. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, sur l'axe 1, à gauche, on a plutôt les territoires sur lesquels on juge que l'entrepreneuriat est florissant vers la gauche, et vers la droite, on a les territoires, au contraire, sur lesquels on juge l'entrepreneuriat comme étant difficile. Et on retrouve, malheureusement, la Nouvelle-Calédonie tout à droite. Voilà. Donc, voilà, c'est assez révélateur.
On retrouve alors sur l'axe horizontal la Nouvelle-Calédonie plus à droite que la région Martinique. Donc voilà, on peut avoir des similitudes entre les deux régions. Par contre, à gauche, on est beaucoup plus optimiste sur la création d'entreprises. Donc le plus à gauche, c'est le Maroc. Donc les entrepreneurs marocains jugent qu'il est facile et bon de création d'entreprise au Maroc. Bon, moi je connais pas mal d'entrepreneurs, même français, qui ont créé leur entreprise au Maroc ou qui ont créé des filiales qui en sont assez satisfaits. Entre les deux, on trouve l'Île-de-France où les entrepreneurs restent encore assez optimistes et le Québec. Et on bascule à droite où on commence à avoir du pessimisme vers donc la région Hauts-de-France, les Hauts-de-France, et donc on l'a dit la Martinique. Puis donc la Nouvelle-Calédonie. Et sur l'axe vertical, vers le bas, on trouve en fait des régions au sein desquelles on juge que finalement il n'y a pas assez d'entreprises. Voilà. Et vers le haut, des régions au sein desquelles on juge qu'il y a suffisamment d'entreprises. Donc en Nouvelle-Calédonie, on aurait tendance à dire qu'il n'y a pas assez d'entreprises, mais qu'il est difficile de créer une entreprise. Au Québec, par contre, on juge, et en Île-de-France, on juge qu'il y a assez d'entreprises. Voilà. Donc ici, on a un peu le profil de l'entrepreneur calédonien, par rapport à tout ce qui s'est dit. L'entrepreneur calédonien a souvent créé son activité suite à une perte d'emploi ou alors suite à une opportunité d'affaires. Donc il y a plusieurs catégories d'entrepreneurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui ont été mise en évidence dans les études. Il y a un entrepreneur à motivation pécuniaire. Ça, c'est pas l'entrepreneur calédonien. L'entrepreneur par contrainte, qui représente en général un tiers des entrepreneurs. Donc là, on est plus sur le type d'entreprise ou d'entrepreneur qu'on peut avoir en Nouvelle-Calédonie. Et puis il y a le troisième type, je dirais, c'est l'entrepreneur par défi et par vocation. On retrouve un certain nombre d'entrepreneurs calédoniens aussi dans cette catégorie. La deuxième caractéristique de l'entrepreneur calédonien, c'est qui, par rapport aux autres territoires, donc là c'est ce qui se démarque, c'est qu'il cherche à contribuer à la société et à se réaliser. Donc il veut participer au développement de la Nouvelle-Calédonie, ce qui se voit pas sur les autres territoires. Il apprécie de pouvoir concilier donc vie personnelle et travail tout en étant son propre patron. Par contre, il vit assez souvent du stress par rapport à l'incertitude de sa situation. Il se plaint des nombreuses heures de travail et craint de négliger son entourage. Alors, en comparaison, pour vous montrer que finalement sur les autres territoires, on n'a pas tout à fait le même profil. Au Maroc, par contre, il n'y a pas de stress. La majorité des entrepreneurs n'éprouvent pas de stress dans leur métier. Par contre, ils cherchent avant tout le côté pécunier, c'est-à-dire de s'enrichir au Maroc. Celui qui est marqué le plus par le stress, je dirais, c'est l'entrepreneur des Hauts-de-France. Voilà, bien plus que l'entrepreneur calédonien. L'entrepreneur de la région parisienne ressent aussi beaucoup de stress, mais par contre, la création de son entreprise correspond davantage à un rêve et non à une obligation. L'entrepreneur martiniquais évoque moins de stress dans l'exercice de ses responsabilités, mais se sent davantage écrasé par le poids donc de son métier, de son entreprise. Et je dirais c'est le côté temporel, c'est-à-dire il a du mal à être à jour dans son travail et redoute beaucoup la réaction de son entourage. Au Québec, on a une toute autre réaction par rapport à l'entrepreneuriat. Donc, l'entrepreneur québécois se démarque totalement des autres, c'est-à-dire qu'il considère l'entreprise comme étant une activité normale et logique et qui n'est pas différente d'autres activités. Voilà, au Québec, c'est tout à fait naturel de créer son entreprise. Ça, il n'y a pas de, on n'est pas hors norme en fait, en quelque sorte. Voilà. Donc les préconisations par rapport à cette étude, donc qui vient de finir récemment, c'est favoriser l'accès au financement de l'entrepreneur calédonien, pour ceux qui n'ont pas assez de financement personnel, d'assouplir le fonctionnement des marchés, de mettre un peu d'huile dans les engrenages, de simplifier ou de clarifier les démarches administratives,
alors de former le personnel, et ça c'est aussi le rôle de notre université, d'essayer de limiter le coût des prestations. Et moi, j'ajouterais aussi de faire que l'entrepreneur calédonien vive dans davantage de stabilité, parce qu'en fait, c'est aussi au niveau psychologique qu'il faut le rassurer. Un entrepreneur, il a besoin d'avoir des règles qui soient stables, un fonctionnement qui soit fixe, et que les règles de jeu ne changent pas du jour au lendemain. C'est surtout là-dessus, c'est le côté psychologique qu'il faut soigner, à mon avis, au niveau de ce territoire. Voilà, je vous remercie. Merci. Je vais peut-être juste ajouter aussi, ça permet peut-être de nuancer le tableau où on voit la Nouvelle-Calédonie qui se situe vraiment dans le côté le plus pessimiste. L'enquête a été réalisée, je vous l'ai dit, sur les dernières semaines. Les derniers questionnaires ont été saisis la semaine dernière. On est quand même dans une période de conjoncture économique en Nouvelle-Calédonie qui est ce qu'elle est. Je dirais pas qu'elle est bonne ou pas bonne, je dis qui est ce qu'elle est, mais en tout cas qui est perçue, on le sait, Jean-David le dira aussi, c'est tous les indicateurs du climat des affaires le montrent comme une période plutôt négative, donc c'est du ressenti des entreprises, et on est aussi à quelques jours, quelques semaines de la mise en place de la TGC. Donc effectivement, on est dans un contexte qui explique sans doute ce pessimisme ressenti par les entrepreneurs calédoniens, alors bien même que sur certains critères objectifs, le marché ne semble pas plus compliqué ou difficile en Nouvelle-Calédonie que sur les autres territoires sur lesquels on a eu l'enquête.